encore une fois, de repivoter sur d'autres marchés, même sur notre marché canadien. Comme je vous disais, avec 120 millions de chiffre d'affaires l'an dernier, qui malheureusement va être beaucoup moins de cette année, mais tout ça pour vous dire, avec 90% de ça qui est aux États-Unis, de pivoter ça sur le marché canadien, il faut se réinventer de façon sérieuse. Diversico est fier de présenter Meilleur humain, meilleur monde. Parce que l'impact commence par l'intention. On rencontre des entrepreneurs visionnaires qui placent l'humain au cœur de leur succès. Diversico Finance Humaine est un cabinet de services financiers qui accompagne les entreprises d'ici dans leur croissance. Meilleur humain, meilleur monde. Un podcast inspirant pour transformer le Québec, un entrepreneur à la fois. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec les entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Alain Ouzilo de l'entreprise Cabico. Bienvenue dans nos studios, Alain. Bien, je vous remercie, je suis content d'être ici. Toujours à mes côtés, mon associé, mon co-animateur, Normand Chadwick. Bienvenue, Normand. Hey, bonjour à tout le monde, bienvenue. Et mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finance Humaine et on donne des conseils financiers aux gens d'affaires comme Alain. Alain, on va faire ta bio pour lancer, mettre la POC sur la glace, un mot qui est quand même pertinent de ce temps-ci. Oui, absolument, puis les Canadiens vont bien. Les Canadiens vont très bien. Alain, tu es président et propriétaire de Cabico. Cabico, c'est un manufacturier québécois d'armoires haut de gamme. Vous comptez plus de 525 employés, répartis environ 300 dans la région de Quaticook et 250 en Sainte-Catherine, en Ontario. L'entreprise a 40 ans d'histoire au total. Dans cette histoire-là, c'est en 2003 que toi, tu as fait ton apparition dans le schéma, dans le dessin. Et éventuellement, en 2011, tu en as fait l'acquisition. Actuellement, tu as, notamment dans la pandémie, vous avez vécu une bonne crise à ce moment-là. Tu en as profité pour faire des investissements majeurs dans l'entreprise. Et aujourd'hui, tu navigues dans toutes sortes de défis ultra complexes, de bons défis, encore une fois, pour toi, dans toute cette aventure-là. Pénurie de main-d'œuvre, recrutement international, ralentissement économique et en ce moment, ce qui semble être ton défi principal, votre défi comme équipe, la pression des tarifs américains de l'administration Trump. On te reconnaît pour ton leadership transparent et profondément humain. Tu incarnes une nouvelle génération d'entrepreneurs malgré ton âge, dit-on. D'entrepreneurs manufacturiers qui cherchent à bâtir des entreprises performantes, mais surtout humaines, en gardant faire grand tout en étant petit jusqu'à une certaine limite. Alors voilà pour le lancement de la POC sur la glace. Écoute, c'est une introduction qui j'apprécie beaucoup. C'est toujours un petit peu, je suis avec beaucoup d'humilité là, que j'écoute mon parcours en quelques lignes. Puis effectivement, à entendre tous les défis qu'on a relevés, c'est wow, hein? Puis il en reste encore. Oui, exact. Il y en a dans le passé, puis il y en a un bon paquet dans le présent et dans le futur. Oui. Puis ce qui est intéressant, c'est que le passé est souvent garant de l'avenir et puis on a toujours relevé les crises et les défis qui sont présentés. Donc, on va faire pareil cette fois-ci. Écoute, je doute pas, puis tu sembles avoir une grande confiance en ton équipe notamment. Alors, je pense que ça va faire partie de la recette. Absolument. Mais écoute, faisons un petit saut dans le passé. Revenons à peu près à l'époque du HEC, là, à l'université. Parle-nous de qui tu étais dans ta jeunesse, qu'est-ce qui fait que un jour tu es devenu entrepreneur, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Alors, conte-nous un petit peu ton histoire, ton parcours. Écoute, ma fille est allée au HEC. Moi, je suis allé à Laval, donc très fier d'avoir été à Laval. C'est ta conjointe qui est allée aussi au HEC, je pense. Mais Edith, ma conjointe, ouais. Effectivement, j'ai quitté, mon premier emploi était à Montréal, et puis j'ai un an de plus vieux qu'elle, donc elle n'avait pas fini son bac. Elle a fini ça au HEC à Montréal. Donc, mais très bonne école. Ma fille a fait marketing et CPA là-bas. Donc, mais tout ça pour vous dire que c'est ça, tout de suite, je vais vous parler de ma famille rapidement. Ça fait 46 ans que je suis avec Edith et puis on s'est connus au cégep. Alors, on a une belle famille. Je suis grand-père de mon fils Alex, ma fille Laurence. Je suis grand-père de 5 merveilleuses petites filles. Tout ça pour vous dire que tout ça a commencé à Montréal, effectivement, lorsque mes premiers emplois se sont retrouvés dans la grande ville. Moi et Edith, on est de Québec. Et rapidement, je suis tombé, Edith dirait que je suis tombé comme Obélix là, dans
dans la marmite là, pour les plus vieux comme moi qui vont comprendre c'est quoi ce dessin animé-là. Ouais. Mais je suis tombé vraiment là, je suis complètement drogué par le travail. J'ai toujours j'ai trouvé le monde du travail fascinant tout de suite en commençant. Et je vous dirais parfois en sacrifiant beaucoup au niveau de ma famille, malheureusement, mais ça a été Edith et mes enfants ont été des excellents partenaires dans ce parcours-là. Mais j'ai fait plusieurs entreprises. Le HEC, pour revenir en détail, je suis allé faire mon MBA pendant que je travaillais à Montréal par les soirs. J'ai fait au HEC. Et ça m'a fait découvrir une autre facette de l'entreprise parce que, comme je vous disais, ça me fascinait de voir tout ce monde-là qui travaillait dans un but commun, puis aussi comme jeune personne sur le marché du travail, les frustrations que je pouvais vivre, puis que mes collègues pouvaient vivre, je me suis dit, OK, il y a peut-être des façons différentes, puis je voulais comprendre, d'où ma motivation à faire mon MBA. Mais par la suite, je voulais vraiment... Puis c'était pas de l'ambition pour de l'ambition, là, je voulais vraiment avoir un impact plus grand pour pouvoir améliorer les choses dans l'entreprise. Donc, ça m'a amené à bouger dans différentes industries, puis ce que j'appelle à bâtir mes 4 pattes de la chaise de dirigeant ou d'entrepreneur. Une première patte, j'ai eu la chance, avec les mains dedans, pas juste dans les livres, j'ai eu la chance, là, évidemment, de travailler en ingénierie, donc recherche et développement de produits. J'ai eu la chance de travailler aux côtés des ventes et du marketing en lancement de nouveaux produits. Après ça, j'ai pris des postes de direction générale à un assez jeune âge, donc il a fallu que je regarde les états financiers, que je regarde toute la partie financière et les opérations, évidemment, à travers tout ça comme ingénieur. Et plus je prenais des rôles importants, OK, il faut penser au futur, là, c'est la réflexion stratégique, etc. Donc, ça m'a donné vraiment, comme je dis, en se relevant les manches, puis en le faisant avec les équipes, puis j'ai eu des excellents professeurs. J'ai eu dans des entreprises que j'ai faites, il y a eu des gens fantastiques que j'ai côtoyés qui m'ont appris énormément. Et tout ça pour vous dire que ça m'a préparé. J'ai toujours dit que mes expériences, puis je pense que c'est vrai pour tout le monde, quand on reconnecte les points par en arrière, on a de la misère à voir comment ils se connectent par en avant, on aimerait ça. Ouais. Mais c'est vraiment de dire, ça m'a préparé à ce que je vis là. Puis les différents défis, Tristan, que tu parlais dans mon introduction, ouais. Dans l'introduction, c'est que je suis convaincu que mes expériences du passé m'ont mieux préparé en tout cas, à affronter ces défis-là. Puis aussi, comme on en parlait, l'importance de l'équipe, les gens qui nous entourent. Donc, tu arrives chez Cabico en 2003. Oui, c'est ça, j'ai coupé ça assez court ouais. Parce que c'est comme si pour moi, j'avais eu comme deux vies au niveau professionnel. Il y a eu celle d'avant où on m'a préparé pour la vraie vie que j'ai eue professionnellement, qui est celle de Cabico. Ça fait 22 ans que je suis là. Je suis arrivé... en fait, c'est rare qu'on voit ça, là, mais une compagnie, c'est un entrepreneur québécois, Marc Roy, pour qui j'ai énormément de respect, qui, comme la plupart des entrepreneurs, il a commencé tout petit dans un garage, dans l'Estrie. Et il y a eu l'opportunité, au niveau c'est un ébéniste de formation, il y a eu l'opportunité de faire... il avait déjà commencé à faire des armoires de cuisine localement pour... je dirais c'était tout petit à l'époque. On parle de 86. Tout est tout petit au début. Oui. C'est ce qu'on oublie. On a de la misère à penser que des compagnies comme Apple et tout ça ont déjà été petits, mais effectivement... Ils ont été petits, eux autres aussi. Oui, eux autres aussi. Alors, tout ça pour vous dire que Marc a commencé dans son garage à faire justement des armoires de cuisine, marché très local. Puis tout à coup, il y a une belle opportunité. Puis c'est ça, je dirais, une des caractéristiques principales d'un entrepreneur, c'est qu'il est capable de voir lorsqu'il y a une opportunité puis de prendre le risque de la prendre. Et ça, il y a une opportunité de faire un projet pour une connaissance d'une connaissance aux États-Unis et dans le nord-est des États-Unis. Et cette personne-là a été vraiment épatée par la rapidité avec laquelle il s'est tourné de bord, la qualité du produit, la flexibilité surtout de la production, de tout ce qu'il demandait, les petits détails, etc. Et c'est comme ça que l'histoire Cabico a commencé, où là, vraiment, cette personne-là, cet Américain-là a dit, écoute, j'aimerais représenter ton produit, puis devenir un de tes dealers, un de tes distributeurs.
Et c'est comme ça que l'histoire de Québécois a vraiment commencé. Là, l'entreprise a grandi vraiment rapidement, de 86 jusqu'à 2001, date à laquelle où Marc a eu une belle opportunité ou une belle offre d'un fabricant d'armoires du sud des États-Unis, au Texas, pour racheter son entreprise. Et donc, en 2001, Marc a vendu, Québécois a été vendu à une propriété américaine. Et de là, ben, cette personne-là, ce nouveau propriétaire-là, avait fait d'autres acquisitions dans les 2 années précédentes pour devenir un groupe assez important. Et ce groupe-là, quand moi je suis arrivé, en fait, Marc avait quitté une couple d'années après avoir vendu. Et les propriétaires avaient besoin d'un nouveau président pour l'entreprise. Évidemment, eux autres au Texas, et puis la petite entreprise à l'échelle américaine pour Aquaticook. Mais ce qui les intéressait, c'était justement la flexibilité du produit, avec aussi le fait que notre marché était principalement américain. C'est ça qui les intéressait. Donc, en 2003-2004, j'arrive dans l'organisation, tombe en amour avec le produit que je connaissais pas. Évidemment, on a tous des amours de cuisine chez nous. Ouais. Mais je connaissais pas cette industrie-là. J'arrive, je tombe en amour avec les employés, avec les clients, avec le produit. Et à partir de là, ben, je vous dirais que ça a été une histoire que j'ai jamais voulu quitter. J'ai même racheté l'entreprise en 2011. Tu as ramené ça du côté québécois-canadien. En plus, tu es parti d'un Québécois à un Américain. C'est revenu chez nous. Merci d'avoir fait ça. c'est vraiment, il y avait un peu j'étais un peu égoïste avec ça pour moi. C'était quelque chose qui a bénéficié à tout le monde, je pense. On a pu effectivement, je pense que je me suis battu avec toute l'équipe de façon à travers les différents défis qu'on va parler tantôt. Mais je suis pas sûr qu'une propriété américaine n'aurait pas lancé la serviette plus rapidement. Alors nous, en fait, il n'y a pas le plus rapidement. Dans notre cas, on ne lancera jamais la serviette. Alors, avant d'arriver donc chez Québécois, tu te définissais comme un intrapreneur ou déjà... Parce que tu nous as parlé de l'apprentissage, tu as rencontré des gens extraordinaires, tu as les 4 piliers qui ont été le fondement de qui tu es maintenant à titre d'entrepreneur. Mais à l'époque, tu te définissais comment? Ben, je pense que l'entrepreneur est peut-être plus approprié dans le sens où je pense pas que j'aurais été capable ou même que j'aurais aimé partir de rien. Tu sais, avoir... Oui, j'ai bien des idées. Quand on regarde mon profil psychométrique, j'ai l'innovation dans le Python. Mais ceci étant dit, je pense pas que j'avais ce profil-là j'aime travailler avec des gens, j'aime qu'on puisse avoir une masse critique de revenus pour se payer justement une équipe avec qui on peut travailler, puis on peut bâtir des idées, puis qu'on peut créer des choses. Par contre, je pense qu'une de mes qualités, puis ce que j'aime faire, c'est je vois les opportunités dans une entreprise, je vois comment ça pourrait, les opportunités de marché, de produits, puis comment les opérations pourraient être faites de façon plus efficace. Et ça, ben, j'aurais pas eu de plaisir à le faire seul. J'aurais pas été capable, premièrement, en toute humilité, mais j'aime travailler avec des équipes qui nous amènent dans leur spécialité, là, ce qu'on a besoin pour grandir. Mais tu dois même raconter en pré-entrevue, d'ailleurs, même en 2003-2004, pendant que tu jases avec les Texans, I guess, là, pour ton arrivée, puis tu as demandé un peu carte blanche, là, tu sais, jusqu'à cette... Mais carte blanche avec challengez-moi, mais tout à fait. Je veux être on board, là, c'est un peu ça. Puis ça, ben, dans ma première partie de vie où j'ai eu des très beaux défis avec des belles entreprises, puis des gens autour que j'ai appris énormément quoi faire, et d'autres où j'ai aussi appris à quoi ne pas faire. Tu sais, on a tous vécu ça, je pense, dans nos carrières. Ouais. Et c'est certain que ce que je voulais être certain, c'est que on me donne pas des défis, parce que j'avais déjà vécu une situation comme ça où tu as les mains attachées dans le dos, puis on te dit, ben écoute, faut que tu fasses ça. Ouais, mais j'ai quand même besoin de moyens, j'ai besoin de... Et ça, j'avais effectivement... C'était une condition non négociable avec les Américains lorsque je suis arrivé. Puis ça, c'est un avantage pour moi que ce soit des Américains loin au Texas. Là. Ils se sentaient loin de leurs opérations, de toute façon. Je vais être loin. Tu sais, des fois, on dit, bon, ben, ils seront pas toujours à me souffler dans le cou à proximité. Mais j'avais besoin de cette indépendance-là. Donc, à ta question, normalement, probablement que oui, je suis très entrepreneur de ce côté-là. Là. J'aime vraiment être autonome puis prendre mes propres décisions avec l'équipe. Mais donc, c'est une condition. J'ai écouté, oui,
oui, je vais venir relever ce défi-là, qui est un très beau défi, mais quand même un gros défi. Mais je dis, il va falloir que j'aille les coups des franges, il va falloir que vous me laissiez je vais tout vous présenter, je veux dire, je vais vous tenir au courant de tout. Je ne demandais pas une carte blanche sans qui approuve. Mais pour les plans stratégiques, qui on devrait embaucher, qui on devrait laisser aller, comment on devrait développer le produit, les marchés. Je dis ça, il va falloir que ce soit mon équipe et moi là, qui ayons l'autonomie et l'autorité de prendre ces décisions-là. Et je dois avouer que autant difficile ça a été de travailler avec eux parfois, parce qu'il faut que je vous dise que pas longtemps après que je sois arrivé, le propriétaire, qui lui est un opérateur au Texas, sa propre entreprise, il l'a vendu à un fonds d'investissement, un capital de risque. On se parlait, on se demandait quel était le bon terme. Mais hedge fund, capital de risque, venture cap. C'est ça. Et donc, des gens de New York qui étaient investis dans plusieurs industries, dont les matériaux ou les produits de construction, dont les armoires de cuisine en faisaient partie. Donc, c'était une autre dynamique qui était intéressante aussi, mais il faut que je leur donne ce qui leur revient. Là, ils ont vraiment livré leur bout du deal en me laissant effectivement prendre les décisions que je croyais justes et nécessaires. Et par contre, ils m'ont jamais donné moyens financiers de nos ambitions. Ça a été une des raisons qui m'ont amené à partir de 2008, lors de la crise financière, où je me suis rendu compte que eux et moi, on n'avait pas la même vision pour développer l'entreprise. Où là, j'ai entamé des discussions avec eux pour qui me vendent l'entreprise. Ils disaient, moi, évidemment, on n'était pas des gens riches. Je ne dis pas qu'on est riche aujourd'hui. Disons qu'avec une entreprise depuis 15 ans, c'est sûr qu'on vit un petit peu mieux, mais tout ça pour vous dire qu'on a tout réinvesti en 2011. La maison, on a remis tout sur la table, all-in, comme on dit. Je joue pas aux cartes, là, mais... Mais c'est ça qu'on dit pareil. All-in. Et Edith est toujours une excellente partenaire. Elle m'a fait confiance, on s'est fait confiance. Et puis, j'ai eu des excellents partenaires financiers aussi avec la BDC, entre autres, Desjardins, qui nous ont supportés depuis le début. Et sans eux, ça n'aurait pas été possible. Mais effectivement, on a fait l'acquisition en 2011 après des longues négociations. Qui ont commencé en 2008. Oui, effectivement. 3 ans de... Effectivement. Ça a été très long pour me rendre compte qu'à un moment donné, les autres entreprises qu'ils possédaient, parce qu'Abico, on s'est quand même très bien sorti d'affaires pendant la crise financière. On était la seule des 4 entreprises qui faisaient des armoires de cuisine dans leur portefeuille, qui avaient réussi à passer à travers la tempête sans perdre d'argent, puis même en maintenant un certain niveau de profitabilité, alors que les 3 autres, ils avaient été obligés de remettre les clés aux banques. Donc, ça a été... Puis, c'est ce qui a rallongé la négociation. À un moment donné, je me suis rendu compte, ils m'ont dit, écoute, on peut pas te la vendre. On a mis la Cabico en lien sur un de nos autres. Tes armoires sont en garantie sur un autre deal. Exactement. Mais tout ça, c'est bien fini. Puis, à partir de 2011, je suis pas devenu plus intelligent. Le plan d'affaires que j'avais pour augmenter la valeur des actionnaires de New York, c'était le même plan. Puis moi, c'est juste que j'ai réinvesti 100% des profits dans l'entreprise, dans nos gens, dans notre réseau de distribution. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu grandir comme on le fait là, au cours des 15 dernières années, passer d'une trentaine de millions à tout près de 120 millions. Donc, c'est... Un fois 4 en 15 ans, c'est une belle, solide croissance. Il y a eu une acquisition à travers ça, il faut se le dire. Ouais, c'est pas toute la croissance organique. Ça compte aussi. En 2016, on a acheté une entreprise dans notre domaine qui est en Ontario, à Sainte-Catherine. Mais tout ça pour vous dire, ce qui est bien important aussi, puis Normand, tu me parlais de ça, Tristan, que parfois, tu sais, dans ce qu'on raconte de notre histoire, il y a des petits bouts là, qui peuvent faire réfléchir nos auditeurs, vos auditeurs. Et moi, ce qui m'avait frappé avec... puis moi, je pensais que c'était naturel de penser comme ça, là, mais pour moi, il y a 3 grands partenaires dans n'importe quelle entreprise. Hein. Il y a les clients, il y a les employés, puis il y a les actionnaires, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. Puis c'est sûr que pour moi, les fournisseurs, les partenaires qui sont externes, font partie c'est dans l'écosystème. L'écosystème des employés, je dirais tous ceux qui nous aident à produire le bien et le produit. Alors, pour moi, l'ordre était très clair. Hein, ça nous prend des employés heureux pour
pouvoir rendre nos clients heureux. Et puis, ensuite de ça, ben, si ça fonctionne, puis c'est bien fait, ben, on va avoir des actionnaires qui vont être heureux parce que l'entreprise va grandir, va performer. Pour ce qui était de nos propriétaires américains, au niveau de... Puis ils sont pas tous comme ça, là. Faisons attention, je vous parle de mon expérience. Mais pour moi, c'était clair, puis c'était même pas... C'était dit. C'est sûr que dans leur demande, c'était les actionnaires d'abord. Oui. Et puis après ça, tu pourras penser aux clients et aux employés en dernier. Moi, c'est l'inverse. L'ordre est l'inverse. Et puis, j'y crois fondamentalement que ça doit passer par cet ordre-là. À très court terme, peut-être que si on pense juste aux actionnaires, au rendement de l'entreprise, sa profitabilité, peut-être que ça peut fonctionner à très court terme, mais c'est pas comme ça, je pense, qu'on bâtit là, des entreprises solides. Et puis, comme Québécois, on peut prétendre l'être aujourd'hui, même si, et heureusement qu'on l'est en passant, parce qu'ils vendent très fort. Ouais, t'es en pleine tempête. T'es en pleine tempête, oui. Fait que, donc, il y a cet apprentissage-là que, ben, en fait, que c'est toi-même qui l'as découvert en toi, cette philosophie-là. Parlons un peu de ça, la notion de mettre les employés au centre de l'équation. C'est quoi la culture chez vous? Comment tu décrirais votre style de leadership, votre style de culture organisationnelle? Écoute, notre culture, puis il y a un très bon ami à moi, Claude Desrochers, qui m'a déjà dit, la culture, un peu comme le branding, comme la marque d'un produit, c'est pas ce que tu en dis, c'est ce que les autres en disent. Ouais. Et puis, il faut que ça vienne de qui tu es. Donc, de tes tripes vers l'extérieur, qu'est-ce que les gens voient? Puis c'est ça ta culture. Mm-hmm. Puis si tu l'aimes pas, ben il faut que tu te regardes toi-même puis dire, ben écoute, parce qu'à un moment donné, il y a un ami qui était en consultation, qui me raconte un de ses clients, un président, propriétaire d'entreprise, qui lui dit, écoute, je veux qu'on aille là-dessus, je veux qu'on fasse comprendre à tout le monde qu'on a une culture, tu sais, ou justement de partenariat avec nos gens, avec nos employés, puis qu'on les respecte et tout ça. Puis ils font une visite d'usine quelques minutes plus tard, puis le propriétaire, tout ce qu'il faisait, c'était bourrasser puis engueuler son monde. Fait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas écrire quelque chose sur les murs si tu le vis pas au quotidien. Alors, pour moi, nos comportements, notre culture, c'est vraiment, effectivement, l'être humain en premier. On veut le développer, on veut qu'il soit non seulement... parce que, oui, on peut être heureux dans une entreprise parce qu'on donne tout ce que la personne demande, mais là tu oublies le client ou tu oublies l'actionnaire. Donc, c'est vraiment... Il faut s'assurer que nos gens soient... On opère dans le grand respect de nos gens, on est à l'écoute et on veut les faire progresser dans l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'on appelle ça, excusez le terme anglophone, là, on l'a utilisé pour l'ensemble de ce qu'on fait, autant que nos clients que nos gens, c'est le human touch. T'sais, tout ce qu'on fait, même quand on a des discussions difficiles à avoir avec nos employés, avec nos gens, ben il faut le faire avec empathie, il faut être à l'écoute, puis il faut s'assurer que c'est fait dans le respect. Alors, on a une culture qui est très orientée, effectivement, sur l'humain. Je vois la culture comme quelque chose pas d'évolutif. Il y a un ADN là-dedans, ça change pas, puis souvent, c'est l'ADN de ton équipe de direction, de ton propriétaire, c'est eux qui vont vraiment dans leur comportement qui va aller vers le bas. Puis quand je dis vers le bas, c'est pas péjoratif. Là, pour l'ensemble de l'entreprise. Se déployer partout dans tout le système nerveux de l'entreprise. Voilà. Mais c'est certain que, encore une fois, il faut que tout ça soit vécu au quotidien. Puis pas juste à travers la direction, mais il faut qu'on soit sur le plancher. Il faut qu'on aille s'assurer que tout ça est véhiculé par l'ensemble de nos gens. Même entre nos gens de production, par exemple, sur le plancher, il faut qu'entre eux aussi, ils soient respectueux puis qu'il y ait l'esprit d'entraide. Parce qu'une autre partie de notre culture, c'est la collaboration. On veut travailler en équipe. On veut travailler en équipe non seulement entre nos gens sur le plancher, mais aussi avec nos clients. On veut les écouter on les écoute pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'on devrait faire mieux. Et c'est ça qui fait qu'on peut grandir ensemble. Parce qu'on parlait de défis tout à l'heure, rassembler, tout ça, faire vivre la culture, comme tu dis, à travers des défis de main-d'œuvre, de recrutement. Vous avez aussi accueilli beaucoup de travailleurs étrangers. Il y a l'automatisation, il y a tout ce qui se passe au niveau macroéconomique dans votre environnement. Comment on fait pour avoir cette toile-là, cette tissu-là qui est rassembleur? Tu viens de nous parler de la communication ou de la collaboration, mais concrètement, là, comment ça se passe chez vous pour réussir à faire ça? Oui, concrètement, puis tu as utilisé le mot communication et transparence. On est vraiment
on parle énormément avec nos gens. On a des réunions structurées qui sont mensuelles et trimestrielles, mais aussi au quotidien à travers notre équipe de supervision, notre équipe de direction aussi qui est très présente auprès de nos équipes. Autant dans les... Puis, j'aime pas la dichotomie bureau et plancher de production. Là, nous, on est un manufacturier, donc c'est sûr que c'est notre réalité, mais en même temps, tout ça, c'est une équipe. C'est une seule équipe. Mais pour vous donner la perspective des choses, c'est que tous ces gens-là, on communique avec eux de façon au quotidien à travers nos superviseurs, comme je disais, et de façon vraiment structurée, où moi, j'ai un nouveau PDG, Pierre Huard, qui fait un excellent boulot là, depuis le mois de septembre dernier, mais heureusement il fait un très bon boulot à gérer l'entreprise pendant que je gère les tarifs et j'essaie de trouver avec le regroupement qu'on a fait, que je pourrais vous parler tantôt, là, parce qu'on est rendu les entrepreneurs de nos jours, on fait plus juste se préoccuper de nos employés puis de nos clients puis de notre profitabilité. Hein. Il faut se préoccuper de OK, les travailleurs, il va falloir leur trouver des logements parce qu'ils viennent de l'étranger. Il y a des tarifs qu'on se fait imposer. Il y a des importations déloyales qui arrivent au pays. Comment qu'on fait pour se protéger de tout ça? Il faut parler à nos gouvernements. Alors, vraiment, là, notre rôle a grandement changé. Et puis, on n'a pas le choix là, de s'en préoccuper. Personne ne va le faire à notre place. Les règles du jeu changent. C'est ça. Tu joues encore au hockey, mais on change les règles autour de vous. Exact. Mais dans le quotidien, Normand, c'est vraiment cette communication-là, cette transparence, la proximité, de marcher le plancher. Je le fais moins souvent dans les derniers mois avec tout ce que je vous parlais sur les préoccupations puis les défis que j'ai à m'occuper au niveau de la nouvelle alliance qu'on a bâtie de manufacturiers canadiens. Mais c'est sûr que lorsque je marche le plancher, lorsque mon équipe, on marche le plancher, c'est d'être à l'écoute, d'aller voir nos gens puis de les écouter par rapport à ce qu'ils voient. Puis ils nous confirment les bonnes choses qu'on fait, mais on a ce respect-là mutuel où ils n'ont pas peur de nous dire aussi qu'est-ce qu'on devrait améliorer. On fait des sondages aussi régulièrement où là, il y a un petit peu plus de ils sont plus dans le privé, pour nous dire, de confidentialité. Donc, et tout ça, c'est pas juste des sondages où on ramasse ça, puis on fait rien pour de ça. On en fait des plans d'action et on communique à nos équipes et nos gens, comment ça avance dans ces plans d'action. Donc, Annick Boulanger fait un excellent boulot avec son équipe au niveau de tout ce qui touche. Là, elle a le titre de VP Talent et Culture, et puis c'est beaucoup plus que juste des mots. Ça va vraiment plus que, oui, les ressources humaines. Hein, on parle toujours de ressources humaines, mais de se préoccuper de notre talent, de le faire grandir, celui qu'on a, d'aller chercher celui qui nous manque, et vraiment la culture, de faire vivre cette culture-là au quotidien. Pour nous, chez Cabico, c'est très important. Tu parlais avec les gens, donc, qui ont l'ouverture d'esprit, l'ouverture de s'ouvrir à vous, de communiquer les bons coups comme les coups à améliorer, je dirais. Est-ce qu'ils expriment aussi des préoccupations par rapport à ce qui se passe dans l'industrie? Ah, absolument. Puis ça, ce que j'ai appris avec les années, puis il y a toujours place à le faire encore mieux, là, mais c'est dans des périodes de crise, c'est là où il faut que tu communiques encore plus avec tes gens pour les rassurer, leur expliquer ce qui se passe, leur dire surtout ce qu'on est en train de faire pour contrer ce qui se passe. Donc, pour je dirais le gros défi des tarifs qu'on vit, nous, peut-être que c'est pas tout le monde qui le sait, mais l'industrie des armoires de cuisine spécifiquement a été touchée durement là, en octobre dernier avec des tarifs de 25% sur tout ce qu'on exporte aux États-Unis. Cabico, je ne l'ai pas mentionné dans l'introduction, mais on est en fait, on est le plus grand exportateur d'armoires de cuisine aux États-Unis. On en exporte tout près de 90% de notre fabrication. Et puis, c'est pas parce que c'est plus facile en passant, là, c'est juste parce que depuis 40 ans... C'était ça le lien d'affaires entre marque et... exact. C'est comme ça que l'entreprise s'est développée. Les liens sont développés. Je dirais la chaîne d'approvisionnement s'est développée. On est une entreprise qui se positionne évidemment dans du produit très, très, je dirais, flexible, très personnalisable, avec aussi une qualité là, qu'on peut appeler là, de haut de gamme. Oui. Et ça nous dit... Puis notre approvisionnement et notre main-d'œuvre est 100% canadienne, québécoise pour l'usine de Quaticook.
Mais, excusez-moi, je vais reprendre ça parce qu'on n'a pas eu le choix de... Puis on est très heureux de les avoir en passant, nos travailleurs étrangers. Mais même ça, c'est devenu un enjeu, là. On pourra s'en parler tantôt. Oui. Pas comme si on avait juste des enjeux, mais disons qu'il y en a beaucoup dans les 2 dernières années. Mais c'est vraiment... on est une entreprise qui fait de la compétition tout à fait honnête, autant au Canada. C'est vraiment au niveau de la compétition, comme on dit, le juste par rapport à notre compétition canadienne et américaine. Mais présentement, avec les tarifs, le fameux 25 % que je vous parle, on est un dommage collatéral d'une politique américaine qui, faut que je vous dise, et quand même, il y a un fondement qui est réel. Ils veulent protéger leurs frontières de produits qui se font... des importations où les surcapacités des autres pays s'en viennent en Amérique du Nord à des prix vraiment dérisoires avec lesquels on n'est pas capable de compétitionner. Ce qu'on appelle le fameux dumping. Oui, exactement. Puis, là, je ne veux pas sauter du coq à l'âne. Il y a des excellentes questions que je n'ai pas fini de répondre, mais il va falloir, justement, il faut que je vous parle absolument du défi qui va peut-être toucher, en fait, pas peut-être, qui va sûrement toucher d'autres industries. Là, on est quelques-unes à souffrir des tarifs américains, puis on est plusieurs à exporter. Donc, c'est sûr qu'on pourra en parler plus longuement tout à l'heure. Mais, allons-y dans le sujet, parce que le temps file. Puis on veut vraiment te donner la voix et la plateforme pour lancer des messages qui sont quand même assez importants. Tu parlais tout à l'heure du rôle du dirigeant d'entreprise qui est passé souvent de l'opérateur, du cerveau stratégique, de gérer les RH, de gérer les liquidités, tout ça, à un rôle qui est beaucoup plus externe maintenant, de s'organiser dans l'industrie dans laquelle tu œuvres, de toucher au contact politique, de mettre des pressions, de se faire entendre, de s'organiser. Parle-nous un peu du rôle, du chapeau que tu t'es mis maintenant sur la tête pour réaliser tout ça. Puis, ultimement, c'est consolider ton marché, sauver des jobs, protéger des familles, faire en sorte que l'industrie demeure productive dans le PIB du pays aussi. Là. Donc, parle-nous un peu de ça. Absolument. Écoutez, on a une très belle industrie au Canada, puis ça part une de nos ressources naturelles qu'on a. On sait que le Canada est reconnu pour ses ressources naturelles, mais une qu'on ne parle pas assez souvent, c'est la ressource de la forêt. Et on a la forêt, l'arbre, évidemment, il y a toute la partie des résineux qui sont les 2x4, les 2x6 qui vont en construction, la construction de nos maisons, puis au niveau commercial. Puis il y a toute la partie plus des bois durs qui vont faire partie de l'industrie du meuble, des planchers de bois franc et des armoires de cuisine. Et ça, c'est un écosystème qui est d'une toute beauté, mais qui est très fragile. Puis on est une des rares ressources naturelles qui est utilisé presque à 100%, parce que ce que moi, j'utilise pas du bio, mon ami dans l'industrie du plancher de bois franc va l'utiliser, puisque ni lui ni moi on peut utiliser, ou que mes amis de l'industrie du meuble pourront pas utiliser, ben c'est les papetières qui vont l'utiliser, et puis nos résidus de copeaux ou quoi que ce soit vont être aussi réutilisés pour de l'énergie ou peu importe. Alors, on est une des rares ressources naturelles qui est réutilisée à 100%. Puis on semble l'oublier. Puis ce qu'on oublie aussi, ou je pense qu'on ne l'oublie pas, je pense qu'on ne le sait juste pas assez, parce qu'on est une industrie très fragmentée. Hein, on parle de l'acier, de l'aluminium, c'est des grosses usines, ça a l'emploi. Oui, dans un site, c'est des sites qui sont énormes, puis qui vont, oui, générer beaucoup d'emplois localement dans cette usine-là. Mais nous, on est aussi gros que l'industrie de l'acier puis de l'aluminium, mais on est très fragmenté. Juste si je prends la partie des armoires de cuisine, on est 3700 entreprises. Oui, Cabico, avec quelques-unes d'autres, on est dans les plus grosses, mais il y a 3700 entreprises qui fabriquent des armoires de cuisine au Canada. Et ça génère, on crée 25 000 emplois, puis ça génère tout près de 5 milliards de revenus. Mais cette industrie-là, puis les armoires, les planchers, c'est la même chose. Et le meuble, écoutez, au niveau du plancher, ils sont rendus 8, 9 entreprises. Il était 2-3 fois plus il y a 10-15 ans. Mais c'est tout l'impact des importations qu'on subit au Canada qui fait mourir ces belles entreprises-là.
Puis l'industrie du meuble, écoutez, on avait 2 fleurons qui, la semaine dernière, ont été obligés de baisser pavillon. C'est d'une tristesse incroyable. On parle de South Shore, on parle de Bestar. C'est 2 fleurons québécois qui étaient plus dans l'industrie du meuble. Alors, mais ça, c'est comme il y a une expression, le canari dans la mine de charbon. Hein, vous savez, quand il y a quelque chose de grave qui s'en vient dans une mine, les canaris sortent. Mais là, écoutez, le canari, là, c'est une belle industrie de la fabrication des meubles qui est en train de mourir, et celle des planchers de bois franc qui souffrent énormément, et celle des armoires de cuisine qui, plus récemment, depuis 3-5 ans, on souffre. Mais c'est toute la même cause à la racine. C'est les importations qui ont énormément augmenté au Canada et à des prix que c'est impossible de compétitionner. Donc, on a pris action. Puis je vous dirais, c'est toujours facile de réinventer ou de vouloir refaire le passé, ce qui est impossible. On a réussi à mettre ensemble une alliance de manufacturiers des 3 secteurs, de l'armoire de cuisine, les planchers de bois franc et malheureusement les meubles. On avait nos amis de South Shore qui n'y sont plus. Mais tout ça pour vous dire et aussi on a des partenaires. C'est important de le dire. On a des partenaires dans la chaîne d'approvisionnement parce que les scieries, ceux qui exploitent nos forêts, ben, s'ils sont pas là demain, si on n'est pas là pour utiliser leurs produits, ben, qu'est-ce que vous pensez qu'il va leur arriver demain matin? C'est les prochains à souffrir. C'est tout l'écosystème qui va en souffrir. Alors, on est vraiment, on s'est mis ensemble, on est 33 entreprises dans cette alliance-là, et on continue de recruter, hein, c'est pas une finalité. Et on s'est vraiment, ça c'est avant Noël qu'on a réussi à regrouper d'une seule, nos forces en une seule alliance, qui est l'Alliance des Canadiennes des produits du bois, qui regroupe les 3 secteurs, comme je l'ai mentionné. Et on a avec une firme qui se spécialise en droit international, en commerce international, on est en train de le faire, mais on a quand même eu une belle victoire il y a 3 semaines. On a déposé en janvier une requête pour avoir une investigation devant le tribunal canadien du commerce extérieur. Il fallait passer par le ministère des Finances, M. Champagne, et on a une très belle écoute en passant, puis il y a eu des actions rapides, et il y a 3 semaines, première belle victoire. On a effectivement une investigation qui est en cours sur la croissance énorme des importations au Canada, l'investigation se doit de démontrer ce que nous, on affirme et qu'on est convaincu qu'on a raison, que c'est en train de détruire une expertise et une fibre manufacturière qui est essentielle pour les Canadiens. Et donc, cette investigation-là est en cours. Ce qui est important, c'est que tout ça fait partie de l'organisation, des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et dans une de ces règles-là, ça dit que le tribunal a le pouvoir aussi de mettre des tarifs provisoires. Donc, immédiatement, au début, de pas attendre la fin de l'investigation, de l'enquête, ils ont le pouvoir de mettre des tarifs provisoires sur les importations. Et c'est ce que nous, on demande depuis le début, des tarifs vraiment, là, je vais utiliser le mot bloqueur, des tarifs significatifs pour que les importations, la surcapacité de production des autres pays arrêtent de rentrer au Canada avec des prix qui sont impossibles à compétitionner, qui qui menacent nos industries. Donne-nous un exemple très, très simplifié là, de ce qu'un tarif comme ça pourrait aider dans l'industrie ou tu parlais tantôt, pour ne pas les nommer, par exemple, un Wayfair de ce monde. Évidemment, on a Amazon, il y a plein de trucs qu'on achète sur Internet maintenant, puis qui ne sont pas des produits locaux. Donne-nous un exemple très simple qu'un enfant de 6 ans va catcher, là, qu'on parle. Bien, l'exemple, évidemment, c'est... Même pour un adulte, c'est difficile de savoir d'où est la provenance lorsqu'on achète un meuble sur Amazon ou sur Wayfair. Mais quand il arrive chez vous, c'est clair que vous le savez qu'il vient de la Chine ou du Vietnam, parce que on le voit souvent par la qualité du produit, même si c'est quand même surprenant ce qu'ils sont capables de faire au prix qu'ils le vendent. Mais on va le savoir certainement à la réception. Puis on peut extrapoler que peut-être que la plupart des produits, Puis je suis pas en train de boycotter Wayfair ou Amazon, loin de moi. Mais ce que je suis en train d'aller chercher, je pense, c'est plus la base patriotisme qu'on peut tous avoir pour protéger l'économie de notre pays, notre province au Québec, puis de dire, pensons avant tout où ça a été fabriqué, puis est-ce qu'on peut encourager un produit québécois, un produit canadien, avant de regarder seulement le prix. Et ça, c'est essentiel. Puis, des exemples concrets, même chez nous, là, puis tu sais, je suis pas pur comme neige, là, tu sais, puis
suis pas en train de tirer Edith en dessous d'autobus parce qu'elle le fait, là. Mais tu sais, on en achète, nous aussi, des meubles ou des produits chez Wayfair sur Amazon. Et on le fait pas de façon excessive. Mais comme je vous dis, il faut qu'on se pose la question. Puis il faut surtout s'assurer que à plus haute échelle, tu sais, tous nos réseaux de distribution, les gens qui vendent les produits, nos entrepreneurs, nos constructeurs qui font des blocs appartements, des tours à condos, etc., ben, qui regardent pas seulement le prix puis l'option des produits asiatiques qui honnêtement, on n'est pas capable de compétir avec eux. C'est sûr que Cabico, on n'est pas du tout dans cette gamme-là, mais il y a des centaines de manufacturiers québécois, canadiens qui sont dans ce segment-là et qui ont beaucoup de difficultés. En fait, c'est pratiquement impossible de compétitionner. Alors, c'est vraiment une sensibilisation à tout niveau. Le consommateur, les constructeurs, les entrepreneurs eux-mêmes qui achètent quoi que ce soit à l'étranger, de se poser la question, est-ce qu'on peut le retrouver localement? Puis ça, c'est vraiment très important. Et puis, honnêtement, je rêve pas en couleur. On n'est pas dans un pays de licorne. Malheureusement, le dollar va souvent motiver les décisions. Puis je suis pas plus pur que d'autres là-dessus, là. Même si je suis plus conscientisé, puis j'essaye vraiment Mais il faut vraiment qu'on mette des barrières à l'entrée pour ne même plus donner cette option-là de produits vraiment complètement que c'est impossible de compétitionner. Et ça augmentera pas, ça créera pas d'inflation. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans cette chaîne-là, il y a un paquet de gens qui sont impliqués. Contrairement à si tu achètes localement, il n'y a pas 8 intervenants là, à partir de la Chine qui va un premier intervenant qui se prend une cote, un deuxième, un troisième. Le consommateur, oui, il paye des prix très raisonnables, mais il n'aura pas à payer beaucoup plus cher en s'approvisionnant localement, parce qu'on va éliminer tous ces intermédiaires-là et on va avoir un produit de beaucoup plus grande qualité, avec, encore une fois, je pense, la bonne conscience de dire qu'on fait travailler, on crée de l'emploi chez nous, puis on fait vivre le pays. Alors, on continue à contribuer à la croissance de notre pays, de notre province. Fait que la mission comme telle de l'Alliance canadienne de l'industrie du bois. En fait, il y a 2 alliances qu'on a créées. Une qui a été initiée avec mon ami Jean Laflamme là, de South Shore, qui est un visionnaire et un défendant de l'écosystème forestier depuis des années. Donc, il y a effectivement une alliance qui est vraiment directement reliée à tout l'écosystème et qui est principalement pour les industries, les entreprises du Québec. Ouais. Mais il y a aussi l'autre alliance dont South Shore faisait partie aussi, puis Cabico fait partie des 2 alliances en passant. Donc, l'alliance canadienne des produits du bois. Donc, ça, c'est les fameux 3 secteurs que je vous parlais. Spécifiquement, c'est pan canadien et c'est spécifiquement pour les armoires de cuisine, les planchers de bois franc et les meubles, l'industrie du meuble en bois. Donc ça, c'est vraiment cette alliance-là qu'on a créée au mois de décembre. Et on contribue, c'est un engagement réel, là, pas seulement de participer puis de contribuer de façon philanthropique, pas philanthropique, je veux dire philosophique au niveau de nos idées, mais on a carrément mis des gros sous là-dedans là, pour financer toute la manœuvre ou la cause légale qu'on a mis devant les tribunaux. C'est très, très dispendieux. Donc ça, il fallait qu'on soit... On peut pas être juste un. Puis il fallait qu'on soit un groupe, qu'on se... Donc c'est pour parler plus avec force. Parler avec force, mais aussi de financer cet engagement, parce que ça prend des sous, malheureusement, pour pouvoir amener ces dossiers-là devant les tribunaux. Et il n'y a pas seulement les tribunaux, il faut après ça s'assurer qu'on est entendu à Ottawa. Donc, on fait affaire avec des gens qui ont des contacts, qui nous mettent en contact. Donc, c'est effectivement... Je me suis investi, on est plusieurs en passant là, à s'investir beaucoup. Là, Daniel Drapeau chez Miralis, qui est un compétiteur amical, mais c'est un bonhomme pour qui j'ai énormément de respect, puis que lui aussi met énormément de temps et d'énergie dans ce dossier-là. On est plusieurs à le faire. Et c'est vraiment important qu'on continue, parce que même si on gagne l'investigation avec les tarifs provisoires, il va falloir s'assurer qu'ils soient, comme je vous disais, des tarifs à un niveau bloqueur. Et il va falloir aussi, donc très élevé, on parle de 100-125% qu'on veut imposer sur les importations qui sont en croissance démesurée de pays qui font carrément
je ne vais pas utiliser le mot dumping parce qu'on n'est pas dans une mesure anti-dumping présentement. C'est vraiment une mesure de sauvegarde. Mais effectivement, il y a ce qui va avec là, du dumping, c'est-à-dire des prix carrément déloyaux. Donc, ça, mais on va avoir ça, c'est provisoire. Ça va fonctionner. Ça va être pour une période de 4 ans. Dans les prochains 4 ans, il va falloir que l'Alliance, et qu'on aille chercher plus que 33 membres, il va falloir qu'on continue à s'organiser, qu'on continue à penser à que ça va être quoi la prochaine étape pour continuer. On a tout investi des dizaines de millions dans notre automatisation pour être plus compétitif. On est créatif. On est connu pour être innovateur et créatif au Québec et pas seulement en Beauce, là, c'est partout. Mais c'est plus suffisant, c'est pas suffisant. Il faut que structurellement, il faut notre gouvernement, on puisse faire une forteresse autour de l'Amérique du Nord pour qu'on puisse continuer à avoir notre fameuse entente du CUSMA là, qui continue à vivre, même malgré qu'on sait que l'administration américaine n'est pas très pro à cette entente de libre-échange-là. Mais moi, j'y crois énormément que ça peut continuer à survivre. Exactement comme elle est là? Non, sûrement pas. Mais dans des termes qui sont beaucoup plus vivables qui nous permettent de continuer à travailler sur le marché canadien, mais aussi sur le marché américain. Mm-hmm. Très intéressant. En fait, je reprends un peu les mots de Normand tantôt, mais je trouve intéressant comment, dans ta carrière, tu as été obligé de t'élever tout le temps à de nouveaux rôles. Puis là, c'est rendu un rôle où est-ce que tu as nommé littéralement un CEO chez vous. Puis si je comprends bien, un des gros focus, c'est une transformation de l'industrie, de la politique canadienne, carrément. C'est rendu ça ton vrai gros cheval de bataille. C'est quasiment ton leg. Puis là, Edith qui va écouter sûrement ça, là, ma conjointe va être découragée de savoir que je ne prendrai pas ma retraite tout de suite. mais en toute honnêteté, c'est sûr qu'à 65 ans, j'avais déjà dans mon plan d'aller me chercher un excellent CEO, puis je l'ai trouvé avec Pierre Huard, et qui pouvait justement me permettre de je dirais, rééquilibrer ma vie. Ouais. Ceci étant dit, je pensais pas qu'elle redeviendrait aussi rapidement déséquilibrée côté professionnel parce qu'il faut que... Effectivement, je me suis donné une mission là, de m'assurer de laisser l'entreprise dans un contexte commercial qui est beaucoup plus favorable. Donc, c'est comme si tu étais travaillé sur le contexte plutôt que sur l'entreprise. Tout à fait. C'est carrément ça. Je laisse à Pierre et son excellente équipe de gérer l'entreprise. Puis, je dirais de continuer de la faire croître. Dans le contexte actuel, je ne vous cacherai pas que c'est un défi. On n'est pas en mode survie, là, dans le sens qu'on est très solide financièrement, mais de parler de mode de croissance présentement, c'est un peu utopique. Donc, on travaille vraiment à stabiliser les bases qu'on a et à vraiment trouver, on arrive de Londres, Pierre et moi, avec Geneviève, notre VP Vente Marketing, où on est allé voir, parce que M. Carney, notre premier ministre, parle de diversifier vos marchés, puis aller ailleurs, puis on le fait, on regarde, mais on se ramène rapidement à notre réalité de livrer un produit comme le nôtre, qui est un cabinet déjà prémonté en passant. Là. Donc, c'est un meuble, c'est quelque chose de super beau, la valeur ajoutée qu'on y met, c'est fragile, le transport, mais le marché européen, puis on l'a vu à Londres, là, c'est un marché qui est excessivement bien desservi par des manufacturiers européens. Et l'offre est vraiment excellente. Pas qu'on ne peut pas se diversifier ou pas se démarquer, je devrais dire, mais en toute honnêteté, c'est pas là qu'on va avoir le plus grand retour sur notre investissement de temps et d'argent. Et ce qui est dommage, puis que je voudrais qu'on évite, puis tu parlais des petits nuggets là, que nos entrepreneurs qui pourraient nous écouter pourraient prendre, il faudrait pas qu'on soit obligé pour la survie de l'entreprise. Puis là, malheureusement, je serais obligé de mettre en deuxième rang la création d'emplois au Québec et au Canada. Mais si on est forcé à cause du contexte qui n'est pas corrigé et qui est corrigeable par ailleurs, qu'on est obligé de regarder à s'installer aux États-Unis pour produire, pour la survie de l'entreprise ou pour qu'elle recommence à croître, c'est sûr qu'un entrepreneur, vous le savez, tous les êtres humains, on a l'instinct de survie, mais c'est une option qu'on devra regarder de s'installer aux États-Unis pour produire puis maintenir la base de clientèle qu'on a là-bas si jamais on n'est pas capable de régler ces problèmes-là de tarifs. En passant, le tarif de 25 %, là, on a été très créatifs
on a réussi avec nos partenaires américains, nos clients, à trouver des solutions, puis c'est pas que c'est l'idéal, là, mais c'est vivable. C'est pas une menace pour l'entreprise à 25%, même si la profitabilité n'est pas du tout ce qu'elle devrait être. Ceci étant dit, si Trump revient avec une menace de 50% ou 75-100%, Dieu sait où il va aller avec ses tarifs, ben là, c'est, à un moment donné, c'est impossible. Il y a un point de rupture. Là. Il y a un point de rupture, exactement. Ouais. Puis, encore une fois, de repivoter sur d'autres marchés, même sur notre marché canadien, comme je disais, avec 120 millions de chiffre d'affaires l'an dernier, qui malheureusement va être beaucoup moins de cette année, mais tout ça pour vous dire, avec 90% de ça qui est aux États-Unis, de pivoter ça sur le marché canadien, il faut se réinventer de façon sérieuse. Oui, tout à fait. Mais comme je disais, on ne baisse pas les bras, on a toutes sortes d'alternatives d'options qu'on est en train de regarder. Puis moi, je veux continuer, puis je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs canadiens, québécois qui pensent de la même façon. On a une priorité de garder les emplois, notre capacité de production au Canada, au Québec. Non seulement parce qu'on a investi déjà des dizaines de millions dans ces capacités de production-là, mais aussi on veut s'assurer que nos gens continuent à maintenir leur emploi, puis on veut en trouver d'autres. Même si, comme je dis, c'est en période de croissance, c'est pas évident de trouver des gens qui veulent encore travailler dans des usines. On est en train, c'est un autre dossier, on est en train de promouvoir comment ça peut être le fun et gratifiant de travailler dans des usines. C'est pas négatif de travailler dans une usine. Ben non. Puis, il y a vraiment, il y a des jeunes qui aiment travailler de leurs mains puis créer des choses puis voir le produit fini immédiatement. Alors, ça aussi, c'est un autre dossier pour... un autre bel angle. Il va falloir te réinviter. Écoute, Alain, je t'avais dit que ça passait vite. Imagine-toi que notre 45 minutes s'est déjà écoulé. Ah, mon Dieu, effectivement. Je vous croyais, évidemment, mais je pensais pas que ce serait... Ça passe très vite, c'est des claquements de doigts. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu toucher encore. Je vais te laisser l'opportunité de parler en premier, non, parce que je fais tout un petit mot de la fin, puis la personne normalement sent que j'y ai volé toutes les punchlines. Ben, d'une part, merci Alain. Moi, je trouve que ça prend beaucoup de courage de faire ce que tu es en train de faire, de t'investir comme ça au niveau de l'industrie, au niveau politique, au niveau de préserver une industrie manufacturière au Canada, au Québec. Comme tu viens de dire, des emplois qui sont importants, des emplois qui font vivre des familles, mais aussi qui amènent une créativité. Et puis ça, souvent, les gens ne sont pas au courant de ça. Puis aujourd'hui, tu nous as fait un plaidoyer et un message très, très puissant en faveur de ça. Mais de passer le flambeau à la direction pour les opérations, pour te donner, toi, cette mission-là, rassembler les gens, mettre, comme tu disais, la collaboration, puis s'organiser, ça prend beaucoup de courage, ça prend une vision. Puis, écoute, tu es cette personne-là en face de nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, normalement, avec beaucoup d'humilité, je te remercie. Là, je suis pas tout seul, heureusement, dans cette alliance-là, mais je vous remercie pour la plateforme puis pour la voix que vous m'avez donnée aujourd'hui. Ça prend un initiateur quand même, hein? Puis tu fais partie de ces pionniers-là pour l'industrie. Merci. Ben, merci à vous. Je vais redire dans mes mots un peu, mais tu sais, moi, je vois que c'est comme si au fil de ta vie, tu as élargi ton cercle. Tu sais, au départ, tu veux prendre soin des employés et des clients. Fait que ça, c'est un cercle. Ouais, il faut aussi prendre soin des actionnaires. On va élargir ça un peu. Puis là, aujourd'hui, ben, écoute, il faut prendre soin de la communauté au complet puis du pays en entier. Tu sais, je vois que ton cercle d'attention c'est agrandi. Puis en même temps, ben, ton cercle familial a agrandi lui aussi. Fait que ça doit être que ta vie s'en va dans de plus en plus de monde à prendre soin puis à aimer puis à contribuer. Fait que bravo pour tout ça. Je vous remercie encore une fois. All right. Très apprécié. Diversico est fier de présenter Meilleur humain, meilleur monde. Parce que l'impact commence par l'intention. On rencontre des entrepreneurs visionnaires qui placent l'humain au cœur de leur succès. Diversico Finances Humaines est un cabinet de services financiers qui accompagne les entreprises d'ici dans leur croissance. Meilleur humain, meilleur monde. Un podcast inspirant pour transformer le Québec, un entrepreneur à la fois.